Namasté et bienvenue dans ce podcast de méditation guidée. Je m'appelle Sarah et je suis coach en méditation. À travers ce podcast, je souhaite te guider à aligner ton énergie et tes émotions à travers la méditation, afin que ton sourire et ton bien-être rayonnent dans ton cœur et autour de toi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Eugénie qui est fondatrice d'un studio de méditation Bloom qui est basé sur Paris. Et je trouvais ça super intéressant de t'interviewer parce qu'ici à LA, il y a plein de studios de méditation et je me suis dit d'avoir ton point de vue en fait sur ce sujet, ça pouvait être très inspirant pour ceux qui nous écoutent. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Super, très bien. Il est encore très tôt ici, donc je commence avec de bonnes vibes, donc ça fait plaisir. Est-ce que tu peux te présenter ? Qu'est-ce que tu fais ? Qui tu es ? Où est-ce que tu es ? Ouais, écoute, déjà merci beaucoup Sarah pour ton invitation sur ton podcast. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Eugénie. J'ai fondé le studio de méditation Bloom à Paris depuis maintenant, ça fait plus d'1 an que je travaille sur ce projet, presque 2 ans. Mais je l'ai ouvert le 25 août 2020, donc en pleine crise du Covid. Okay. Voilà. Et avant ça, j'étais journaliste pour la chaîne d'information CNN, qui à l'époque j'étais basée à Londres pour l'antenne internationale de la chaîne CNN, puisque le reste est basé à Atlanta pour les États-Unis. Mm-hmm. Et voilà, donc j'ai eu un gros changement de carrière. Je suis aussi maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Ça a énormément façonné ma façon de penser, ma vision de la vie. Et notamment, ça m'a poussée un petit peu plus loin vers la méditation. Et donc aujourd'hui, je suis toujours fondatrice de Bloom. On a beaucoup de projets. On a notamment lancé une formation de méditation. On a du yoga aussi et de la méditation. Mais je pense qu'on abordera peut-être ça un peu plus tard avec toi. Bon, c'est super de lier le mouvement avec le yoga, avec les bols chantants. J'ai vu que tu avais aussi des cours de sound healing. Je sais pas trop. C'est ça, ouais, de méditation sonore. Voilà, exactement. C'est ça. En français, j'ai toujours du mal à trouver la signification en anglais. Et toi, du coup, quand est-ce que la méditation est arrivée dans ta vie ? La méditation est arrivée dans ma vie en 2015. À la fin de l'année 2015, je travaillais donc comme journaliste et dans le cadre de mon métier, on m'a envoyée sur beaucoup de missions difficiles. Donc j'ai fait notamment toutes les attaques terroristes, en commençant par les attaques de Paris. Et j'ai eu un choc émotionnel assez important pendant les attaques de Paris. Parce que j'étais touchée déjà indirectement par le fait que ma famille a vécu des choses assez traumatisantes pendant ces moments-là, et aussi j'ai dû travailler et moi-même voir des choses qu'on on va dire on voit pas tous les jours, qui sont choquantes, et j'ai développé une forme de ce que les Américains appellent, et pas que les Américains d'ailleurs, les anglo-saxons, le PTSD, le Post-Traumatic Stress Disorder, où j'avais beaucoup de cauchemars, je me réveillais, j'avais des sueurs froides, même dans la rue tout d'un coup je revivais des épisodes alors qu'il se passait rien devant moi, de ce que j'avais vécu, notamment après les attaques de Nice. Et c'est là où j'ai eu un petit déclic, déjà après les attaques de Paris, de me dire il y a quelque chose qui ne va pas, il y a mon corps qui me parle. Je crois que je suis peut-être allée trop loin, et moi qui voulais être reporter de guerre, ça a été un petit peu la désillusion, parce que je me suis dit finalement psychologiquement et surtout émotionnellement, je suis une éponge, je prends trop la souffrance des gens, je suis trop empathique, et je pense que ça m'empêchait de faire
mon métier peut-être de la manière la plus neutre possible. Voilà. Mais quelque part, en fait, la méditation m'a permis d'accueillir cette hypersensibilité qui fait partie de moi, ma façon d'être, voilà, de ma personnalité. Et donc, c'est comme ça. J'ai commencé parce que ma boss, à l'époque, je lui avais parlé justement du fait que j'étais stressée par rapport à ce que j'avais vécu. Et elle m'a conseillé de télécharger une application de méditation. Elle m'a dit, la méditation, ça m'apporte beaucoup, tu devrais essayer pour voir. Et je me suis dit, bon, super, merci. Je suis rentrée chez moi, j'ai téléchargé Headspace. Et je me suis accrochée. J'ai trouvé que la première séance était horrible. J'ai rien compris. J'ai eu plein de pensées. Ça a été vraiment presque la guerre dans ma tête pour essayer de me calmer, alors que ça demandait 5 minutes de mon attention. Donc, je me suis dit que ça allait être assez compliqué pour moi. Je me suis attelée à le faire tous les jours pendant 1 mois. Et au bout de 3 semaines, j'ai commencé à ressentir des bienfaits. Pas tout de suite pendant les méditations, que je trouvais toujours un petit peu désagréable, un petit peu forcé, entre guillemets, pour moi. Mais je commençais à ressentir des bienfaits dans la vie de tous les jours. Donc, on travaille. Dès que j'étais au cœur d'une situation de stress, je savais reconnaître les signes avant même que je rentre dans cette situation de stress et m'accorder plus de temps de réponse, de réflexion. Et ça, c'est vraiment la philosophie qui m'a ouvert les yeux autour de la méditation. Et à partir de ce point-là, je pense que j'ai eu une sorte de déblocage et j'ai réussi plus à méditer de la meilleure façon, à me faire du bien. Voilà, je suis partie vraiment dans cette optique, mais je suis quand même restée à travailler pour cette chaîne d'information pendant longtemps après ça, parce que pour moi, c'était quand même assez compatible, jusqu'au moment où j'ai été enceinte de ma fille, et là, j'ai ressenti beaucoup plus d'anxiété que d'habitude. Je pense lié aux hormones, évidemment, mais il y avait aussi, j'étais la première de mes amies à être enceinte. Je me sentais très isolée. Et puis, on a décidé de déménager à Paris à ce moment-là avec mon mari. Donc, ça a été un gros chamboulement. Et c'est là où j'ai vraiment décidé de méditer. Alors, à l'époque, je méditais régulièrement, mais je méditais plus tous les jours comme j'avais fait pendant 1 mois un peu le challenge avec Headspace. Et donc là, j'ai médité tous les jours pendant ma grossesse et je me suis dit, mais en fait, ça me fait trop de bien. Et les jours où je méditais pas, je le ressentais. Tu le ressens, ouais. Donc la grossesse a été un déclic et un tel déclic qu'après, je me suis dit, en fait, je ne peux plus faire le métier que je faisais avant. J'ai envie de faire du bien aux autres. Qu'est-ce qui t'a fait du bien à toi? La méditation. Et tout s'est enchaîné assez rapidement après ça. Et est-ce que tu as trouvé... on me demande souvent des formations de méditation. Est-ce que tu as fait une formation de méditation? Est-ce que toi, du coup, tu t'es formée? Quelle méditation, du coup, tu as apprise? Ouais, bien sûr. Alors moi, la méditation qui m'a plu tout de suite, ça a été la pleine conscience. J'avais pas du tout envie de rentrer dans une forme de méditation avec beaucoup de références spirituelles, culturelles ou religieuses. Je voulais quelque chose de hyper carré. J'avais un peu peur des mouvements sectaires et tout ça, et à juste titre d'ailleurs, je pense. Mais évidemment, il y a plein de formes de méditation super. Mais c'est vrai que la pleine conscience, il y a énormément d'études scientifiques qui ont été faites sur cette forme de méditation. Et moi, c'était ce qui me convenait. J'avais un esprit assez pragmatique. Voilà, je voulais aller dans cette direction. Donc, je me suis intéressée déjà au studio de méditation et au ce qu'on appelle soutien de pratique de méditation. Après l'application. Et puis ensuite, j'ai fait un cycle MBSR, donc, que tu connais sûrement, sur 8 semaines. Voilà. Et ensuite, je me suis formée avec l'université de Brown aux États-Unis. J'ai la chance de pouvoir parler anglais, donc pour moi, c'était super de pouvoir continuer cet enseignement avec Brown. J'ai trouvé que cette formation était géniale. Mais ce qui m'a peut-être un petit peu déçue, mais après, c'était la formation qu'il proposait, donc on ne pouvait pas aller au-delà. Il y avait juste de la pleine conscience. J'aurais bien aimé en savoir un petit peu plus justement sur l'histoire de la méditation, sur les méditations bouddhistes, parce que dans la pleine conscience, en fait, c'est énormément basé sur le bouddhisme. Et ça, on le dit juste en 2 lignes au début, mais après, c'est parti aux oubliettes. Ouais. Donc, je trouvais ça dommage et j'ai quand même trouvé ça extra. J'ai trouvé que Brown, ils allaient très loin. C'est eux qui ont racheté le programme de University of Massachusetts, qui était le programme développé avec John Kabat-Zinn à la fin des années 70, quand il a développé la MBSR dans des hôpitaux. Donc, c'est comme ça que je me suis formée à la méditation, on va dire peut-être à la vieille école, mais j'ai trouvé que c'était une super école.
Et surtout, les lectures qui accompagnaient la formation étaient tellement riches que j'avais l'impression d'en apprendre à chaque fois plus en lisant la perspective de telle ou telle personne au travers des années, puisque ça fait quand même une quarantaine, presque une soixantaine d'années que le programme a été développé, quoi. Ouais. Donc voilà. Est-ce que du coup ces formations t'ont permis d'ouvrir ton esprit, d'être beaucoup plus ouverte d'esprit par rapport à la spiritualité, par rapport à ce que tu disais en fait, certaines méditations culturelles, peut-être religieuses? Est-ce que ça t'a ouvert l'esprit ou t'es toujours très pragmatique et terre à terre? Alors oui, moi je trouve ça très intéressant. Je trouve qu'il y a des formes de méditation qui conviennent. Enfin, pour chaque type de méditation, ça convient à certains types de personnes. Hein. On essaie comme les vêtements. La méditation, elle est vraiment pratiquée sous des formes différentes et c'est ce qui fait sa richesse aussi. Je pense que la pleine conscience, ça convient pas à tout le monde. Et d'ailleurs, on le dit souvent au début. Mais c'est une méditation que vraiment, moi, j'apprécie beaucoup. Je pense parce que c'est ma racine aussi, du coup. Et je travaille avec donc plusieurs professeurs de méditation de pleine conscience ici à Paris et dont des médecins. Et je pense que ça aide aussi à légitimiser, à démocratiser énormément la méditation. Mais je suis aussi ouverte à d'autres formes de méditation. Moi, j'aime bien quand même garder une forme de laïcité. Je pense que c'était l'idée derrière un studio de méditation moderne. C'est ce que j'ai retrouvé beaucoup aux États-Unis. Ce qui m'a énormément plu, par exemple chez Mindful à New York, chez Inkscape aussi à New York, Unplug, on retrouve des méditations peut-être un petit peu plus spirituelles, mais il y a quand même ce côté assez moderne. Et je trouve ça génial d'avoir réussi à créer un espace voilà, qui donne envie, mais aussi complètement dédié à la méditation. Donc, un espace où on vient s'asseoir, on sait qu'il n'y aura pas le bruit de la machine à laver qui va venir nous perturber. Moi, j'ai ma fille qui court partout. Voilà, chez moi, c'était compliqué de méditer ou de trouver un moment calme pour moi. Et là, ça invite vraiment à la pratique et surtout, il y a ce suivi de pratique avec les professeurs, c'est-à-dire qu'on va vraiment au-delà de la méditation avec les applications. À la fin du cours, on peut échanger. Et l'idée, c'était de créer du lien. Moi, j'adore ça. Je pense que les humains sont faits pour être ensemble, pour communiquer. Et le lieu, c'était de rassembler autour de ce superbe thème qu'est la méditation. Voilà. Et puis montrer aussi que c'est accessible à tous et qu'au final, il n'y a rien à réussir. Faut, voilà, je pense, le faire pour soi. Et ouais, donc c'est cool que tu lis la connexion avec les professeurs et en fait... Enfin, je trouve que quand tu commences la méditation, tu te sens vachement seul. Et tu dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal? Et est-ce que je dois avoir toutes ces pensées? Et en fait, qu'est-ce que je dois faire? Donc, le fait d'être accompagné par des professeurs face à face, je pense que ça change vraiment la donne pour puis la motivation aussi, la motivation de continuer, de dire que tout va bien, rassurer aussi et leur montrer qu'ils sont en sécurité. Donc, c'est cool. C'est ça, c'est vraiment ça. Et c'est vrai que c'est là où j'ai trouvé que les applications de méditation, même si elles sont super pour continuer à pratiquer chez soi de temps en temps, il y a un moment où je me suis vraiment posé la question de est-ce que au fait je médite bien? Ok, j'ai l'impression que ça me fait du bien, mais est-ce que je le fais bien? Et j'aimerais bien aller plus loin dans la pratique. Et là, il n'y avait personne pour répondre à mes questions. Il y a ça, et tu vois, tu fais 10 minutes de méditation, de pleine conscience sur peu importe l'application que tu as. Et en fait, je trouve que la méditation guidée, c'est génial, hein, et c'est ce que j'enseigne aussi. Je trouve que ça permet d'introduire en tout cas la méditation. Mais quand tu le fais toi-même de ton côté, en gros, quand tu commences, tu fais tes 10 minutes et tu dis, bon, allez, c'est bon, j'ai médité 10 minutes, mais tu sais pas trop les bienfaits ou les bonnes questions à te poser après. Donc le fait d'avoir le suivi, de pouvoir poser tes questions en sécurité, de pouvoir poser des mots sur des émotions aussi, c'est la suite de la méditation. La méditation, c'est pas je fais le vide pendant 10 minutes, c'est aussi le après. Qu'est-ce qui se passe après, en fait? Exactement. Et notamment quand tu fais le tour de la salle pour savoir comment ça s'est passé et juste essayer de demander avec un mot de décrire leur expérience, leur météo interne, c'est souvent des échanges très très riches et qui, moi, ont tout changé pour moi, même par Zoom. Parfois, en ce moment, on est obligé d'être beaucoup en virtuel. Mais c'est vrai que ça change énormément de choses.
Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Les applications, c'est bien, mais le fait d'avoir du contact humain, c'est important. On est fait pour ça. Donc, ouais, lier les deux, Exactement. c'est cool. Et du coup, toi, aujourd'hui, dans ton quotidien, qu'est-ce que représente la méditation? Qu'est-ce que représente la méditation dans mon quotidien? Ça, alors représenter, je sais pas ce que ça m'apporte. C'est énormément de calme. Je pense de la sagesse. C'est sûr même. Vraiment, ce qui a été extraordinaire avec la méditation pour moi, c'est qu'elle m'a offert une liberté incroyable, une liberté de décision. J'ai compris que j'avais accès, j'appelle ça l'espace-temps, l'espace magique, de prendre le temps de voir comment je me sens avant de répondre, de pas tout de suite me sentir... Surtout que j'ai toujours eu du mal à dire non aux gens et je m'accorde plus de temps pour ressentir ce qui se passe vraiment et me dire, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Quel est mon sentiment intérieur? Et aller enfin, soulever les couches de la conscience pour aller plus profondément. Donc, je dirais que ça m'apporte ça m'aide à me recentrer et à me concentrer sur l'essentiel. Souvent, c'est devant nos yeux, mais on ne le voit pas. Voilà, donc je dirais que c'est assez simplement du calme, de la sagesse, une forme de recentrage et d'ancrage là où je suis, essayer d'apprécier tout ce qui est là dans le moment présent. Ouais, et au lieu de réagir, du coup, de répondre et de prendre le temps, justement, ouais, de regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment la baguette magique. C'est clair. Bah, en fait, c'est à partir du moment où tu prends conscience que tu as le droit, en fait, de te donner le temps de répondre. Tu as le droit de dire à la personne, écoute, je reviens vers toi. Tu as le droit, en fait. Et quand tu prends conscience que... Enfin, quand tu te donnes la permission de, tu te dis, waouh, en fait, ça change tout. Et je suis responsable de ce que je dis, de ce que je fais, mais en même temps, comme je réponds et je réagis pas, c'est aligné, c'est en accord, c'est nickel, quoi. Donc, ouais. Ouais, c'est vraiment ça. Et aussi pour tout ce qui est émotions difficiles, donc colère, ça peut être aussi de la jalousie, ça peut être plein de choses différentes. Il y a cette espèce d'instinct animal qui fait partie de l'expérience humaine, mais qu'on arrive, j'aime pas trop le mot dompter, mais à calmer peut-être pour prendre une décision plus sage. Alors ça veut pas dire que toutes les décisions qu'on va prendre sont niaises ou voilà. Mais je trouve qu'on gagne en force justement avec la méditation dans cette décision parce qu'elles sont vraiment réfléchies. Voilà, et que quand on se sent très énervé, ou moi je fais un vrai travail sur moi à chaque fois en me disant ok, je sais que tu as envie de dire ça à cette personne, mais là, accorde-toi quelques instants pour voir vraiment ce qui, à ton avis, serait bon. Voilà. Et puis aussi, ça laisse le temps de la réflexion quelque part à l'autre personne. Donc, aussi, ouais. Je pense que c'est bénéfique dans les deux cas. Ça apporte aussi beaucoup de bienveillance et ça permet de... Ça évite en fait de se flageller, tu vois, quand on réagit à la place de répondre. On regrette souvent un petit peu après et du coup ça pour l'estime, pour la confiance en soi, tout ça. Enfin après voilà, c'est un cheminement, c'est un cercle vicieux. Mais ouais, des fois ça fait du bien de prendre, de faire un pas en arrière et de dire oh là, ok, qu'est-ce qui se passe? Exactement, exactement. Autre petite question pour toi. Est-ce que tu vois une différence entre... Enfin, je suis sûre que tu vois une différence entre le studio que tu as créé en France, donc à Paris, et les studios qu'il y a ici aux États-Unis. Parce qu'ici, on en a parlé, c'est très ouvert, il y a plein de studios différents avec des techniques spirituelles. Donc, enfin, tout est différent et je trouve que l'approche est vachement... Je sais pas trop comment l'expliquer, mais l'approche est différente ici. Comment toi tu l'as apporté en fait en France? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah oui. L'idée derrière est la même. Et je pense que c'est le dénominateur commun de toute façon de tous les studios de méditation moderne. C'était de créer un lieu pour rassembler autour de la méditation et justement d'aller plus loin. Pourquoi moderne? On me pose souvent cette question. Pourquoi moderne? Déjà, parce qu'on est dans un cadre moderne. Si tu viens chez Bloom et si tu regardes sur le site, tu verras que c'est un espace
voilà, qui est très moderne. Je ne sais pas trop comment le décrire autrement. Avec beaucoup de verdure, je vois derrière toi. Voilà, beaucoup de verdure comme derrière moi maintenant. Avec ce grand mur végétal, j'avais envie d'une certaine reconnexion aux éléments, alors qu'on est situé à 4 rue Étienne-Marcel, donc en plein cœur de Paris. On est à 2 pas de Châtelet. C'était quand même un gros défi de faire ça en plein cœur de Paris. Et puis la raison pour laquelle j'ai lancé ça ici, c'est qu'il n'en existait pas en France. Moi, quand je suis rentrée en France, j'ai été hyper déçue de voir qu'il y avait que des studios de yoga. Moi, je suis pas une très grande pratiquante de yoga, même si j'aime beaucoup ça et à chaque fois que j'en fais, ça me fait énormément de bien. Mais je fais surtout du yin et des yogas assez doux. Mais la méditation, c'est vraiment... et puis, je pratique beaucoup de sport. En fait, j'ai oublié de dire ça, mais la méditation, c'est ce que je pratique le plus. Voilà. Et donc, il n'y avait pas de lieu laïque dédié à ça. Donc, je sais que la France, c'est la laïcité, ça fait partie des 3 valeurs de la France. Et je sais que ça pourrait toucher les Français comme moi, ça m'a touché. Et quelle méditation est laïque? C'est vrai que la pleine conscience, c'est ce qui se rapprochait le plus de ça. Donc, à partir de ce point-là, j'ai essayé de voir déjà ce qui était proposé en France. Pas grand-chose à part de la pleine conscience, si ce n'est aussi des formes de méditation un petit peu plus spirituelles. Donc, je suis partie surtout sur des cours que moi je connaissais de pleine conscience. J'ai façonné une carte de cours que j'aimais bien, donc des cours pour se reconnecter à ses sens, les sons, la méditation sonore, c'est extraordinaire. C'est incroyable. Pour se reconnecter à ses sens. Voilà. On fait aussi de l'aroma-méditation. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà pensé. Et puis ensuite, j'ai retrouvé ça, notamment à Los Angeles. J'ai trouvé des classes de aroma méditation. Alors, ça m'avait un petit peu déçue parce qu'ils n'étaient pas allés assez loin, je trouve, dans l'expérience, en nous expliquant les bienfaits, etc. Mais j'ai trouvé ça génial de se reconnecter à son sens de l'odorat. Ce sens hyper profond. On a une mémoire incroyable de l'odorat, on l'oublie complètement. C'est comme le goût, c'est la mémoire la plus longue. Donc voilà, donc il y a ça. Et puis, je voulais jouer sur les 2 ambiances. Donc salle jour, salle nuit. Salle nuit, c'est on enlève la vue. Donc on voit encore un petit peu, mais vraiment, ce sens est volontairement diminué pour essayer de mettre en éveil les autres. Ça, c'est une approche que j'ai trouvée extra et que j'ai voulu vraiment développer ici chez Bloom. Tout est fait pour éveiller un sens en fonction du cours, enfin plus ou moins. Voilà, donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Et donc on a beaucoup de cours de pleine conscience que moi j'enseigne beaucoup, mais il y a aussi Juliette Blanche, Chloé Brami, qui est médecin aussi et enseignante de pleine conscience. On a après des cours de yoga aussi, parce que pour moi c'était important de faire un mix de yoga et de méditation, mais avec une vraie partie méditation. Donc 30 minutes de yoga, 30 minutes de méditation. Souvent les gens me disent « Ah, le Savasana, c'est ma partie préférée du cours. » Et bien là, c'est 30 minutes. Donc et puis il y a ce lien corps et esprit, quoi. Donc on peut pas l'oublier. Et avec un cours qui lie des mouvements et de la méditation, d'ailleurs en pleine conscience, on fait souvent du mouvement en pleine conscience, de la marche en pleine conscience. Voilà, ça fait partie de la pratique. Tu peux danser en pleine conscience, tu peux tout faire en fait. Tu peux tout faire en pleine conscience. Et donc au début on a mis surtout des pratiques douces, donc du hatha et du yin, beaucoup de yin. Je trouve que le yin c'est un yoga qui est très méditatif, et du nidra. Donc on n'est vraiment pas sur du yoga performance, mais plus sur du yoga reconnexion à soi, ralenti pour ressentir, voilà. Et c'est ce qui m'a touchée dans le yoga. Moi, je t'ai dit tout à l'heure, mais je fais pas mal de yin. C'est un yoga qui me touche beaucoup. Et puis après, on propose d'autres choses aussi chez Bloom. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout en suivant encore ce lien corps et esprit. Je regarde par là parce que je sais que par là, c'est le reste de Bloom. Il y a les salles de massage. En fait, je pense que... Et pour moi, ça a été assez évident de proposer des massages chez Bloom en France, parce que je sais que le Français, la Française, comprend l'intérêt du massage au niveau de la détente physique du corps, et qu'il y a un stress sur le corps. J'aimerais qu'en amenant souvent les gens au massage, ils comprennent qu'il y a aussi un exercice similaire qui est la méditation, mais au niveau mental. Et donc, je me suis dit, mais... La combinaison des deux, c'est quand même génial, parce que même si la méditation, c'est pas forcément de la relaxation, souvent on arrive à une forme de relaxation grâce à la méditation. Voilà. Et donc avec le corps, je cherchais un effet assez similaire et combiner les deux. Et
les personnes qui méditent ici nous disent que le lien entre les deux est super, et notamment que s'ils font la méditation avant le massage, ils vivent le massage vraiment en pleine conscience. Totalement, bien sûr. Tu libères l'esprit, tu calmes l'esprit, donc forcément, tu es beaucoup plus présent dans ton corps. Donc, ouais. Ouais, non, c'est... Ouais. Exactement. Et puis la dernière petite salle qu'on a aussi chez Bloom, c'est une chambre de sel. Donc c'est une salle couverte de plaques de sel rose de l'Himalaya. Au début, quand je dis chambre de sel, les gens me disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et surtout sel, S-E-L, hein, salt. Voilà, c'est le principe derrière ça, c'est l'allothérapie. C'est une technique qui est grecque à l'origine. Allos, ça veut dire le sel en grec, et thérapie, thérapie, et qui a été reprise énormément en Pologne par les mineurs qui travaillaient dans des mines de sel, et qui travaillent toujours d'ailleurs dans des mines de sel. Et des études scientifiques ont été faites sur ces mineurs. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient en bien meilleure santé que le reste de la population, de par le fait qu'ils respiraient un air très salé, qui était très chargé en iode. Et à partir de ce moment-là, il y a donc des services de... Enfin, comment dire, à l'époque, c'était dans ces mines de spa qui sont développés. Et effectivement, c'est comme si on était en bord de mer. Donc, tu le vois, toi, à Los Angeles, respirer l'air marin. L'air malin, bah oui, quelque part, c'est un air malin. L'air marin chargé en iode, il y a un effet assez immédiat sur ta relaxation. C'est bon pour la peau, c'est bon pour les personnes qui ont de l'eczéma. On a des personnes qui ont de l'eczéma et qui nous disent c'est miraculeux pour moi, mais aussi des personnes qui ont des problèmes d'arthrose. Okay. Voilà, donc moi pour l'arthrose je savais pas du tout, mais j'ai plusieurs clients qui m'ont dit c'est génial. Donc ils ont pris des abonnements, etc. Et l'intérêt de ça, c'est que pour moi, au-delà même de tout ça, bien sûr il y a des bienfaits de l'allothérapie, mais c'est une salle qui est tellement belle que quand tu rentres dedans, tu perds la notion du temps. Et ça invite beaucoup plus à la méditation que voilà, si j'étais dans le métro ou ailleurs. Et donc, on propose des méditations dans cette salle aussi. Voilà, donc ça, c'est vraiment le côté moderne, je pense. Ouais, moderne mais en même temps, pas tant que ça, parce que c'est des techniques qui sont super anciennes. Quand on regarde bien, c'est juste qu'on les remet... on les remet au goût du jour, si on peut dire ça comme ça. C'est ça, exactement. Et pourquoi Bloom, d'ailleurs? Bloom, moi j'adore le mot Bloom. C'est déjà, mon mari est canadien anglophone, et donc j'ai toujours parlé anglais, j'ai travaillé dans des pays anglophones. J'aime la langue anglaise, je trouve que c'est une langue qui est sublime et qui a une forme de flow incroyable. Le français aussi est très beau, mais je trouve que ça coule plus facilement en anglais. Et le mot bloom est fort et en même temps très doux, et donc il signifie la floraison, l'éclosion. Et je trouve que le lien avec la méditation est extra, parce que la méditation, c'est pas « Ah, ça y est, j'ai médité, c'est bon, c'est fini ». C'est un perpétuel renouvellement, un peu à l'image du printemps, la saison dans laquelle on est en ce moment, j'adore. Et c'est une forme d'effort. Et à chaque fois, on a cette idée aussi du développement personnel. On vient éclore la fleur et se rend compte de plein de choses. Mais voilà, et puis chaque jour, en fait, j'en apprends avec la méditation. Donc il y a cette idée de continuité dans Bloom que j'aime beaucoup. Voilà, donc Bloom. Ok, non, mais c'est profond. Je me demandais si c'était peut-être par rapport au sens, parce que Bloom, ça fait référence aux fleurs aussi, et au printemps, changement de saison et tout. Donc oui, effectivement, quand tu médites, on l'a dit tout à l'heure, quand tu médites, c'est pas que tes 10 minutes, c'est le après aussi qui est important. Et tout ce que ça t'apporte dans ton quotidien, dans ta concentration, dans ton corps, dans ton esprit, dans tes relations aussi. Enfin, il y a tout qui évolue, tout qui change. Et c'est intéressant que tu as dit quelque chose tout à l'heure. Tu pratiques la méditation, tu es instructeur de méditation, mais ça t'arrive, et on est humain, ça t'arrive d'avoir des émotions de colère, de frustration, de jalousie. Et en fait, c'est important de le dire, quand tu médites, ces émotions, elles sont toujours là, mais tu les gères beaucoup mieux et peut-être plus facilement, parce que tu les rassures et tu les écoutes, en fait. Tu les observes. Tu te dis, ok, en fait, là, il y a de la colère. Mais ça t'arrive encore. Et c'est important de le dire. Quand on médite, on a encore toutes nos émotions. On est humaine, on est humain. Donc, on les a. On les gère peut-être avec plus de douceur, je dirais.
Non, mais c'est ça. Je pense que un des plus gros préjugés qu'il y a sur les personnes qui pratiquent la méditation, c'est qu'on a l'impression qu'on leur a lavé le cerveau. C'est pas vrai. On est des humains et ça fait partie de l'expérience humaine. La souffrance, qui est très présente comme notion chez les bouddhistes, voilà, ça fait partie de l'expérience humaine. C'est ça. Et les bouddhistes diront, la vie n'est que souffrance. Ok, c'est un peu dur à entendre, mais c'est vrai qu'on est malgré nous soumis à ces émotions et parfois j'ai pas envie de ressentir de colère, et ben pourtant elle est là et elle est dans ma poitrine et je la ressens physiquement, mais aussi là-haut, sous forme de pensée cognitive. Donc il y a un vrai travail qui fait que je ne suis pas devenue une petite chose qui n'a plus d'émotion. J'arrive juste mieux à les gérer. Et c'est vrai que de manière générale, voilà, je rentre plus du tout dans les schémas où je me laisse submerger par mes émotions, sauf évidemment s'il y a une catastrophe. Oui, bien sûr. Voilà, là, c'est plus difficile à gérer, un décès, des choses comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que ça aide, ça temporise, ça remet dans le contexte, ça élargit. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai compris avec la méditation, c'est même prendre du recul physique. Tu vois, c'est tout d'un coup, tu es devant ton ordinateur, tu es comme ça, tu as les épaules rentrées dans ta tête, tu n'as plus de cou, tu es en train de taper, tu sens le stress et juste reculer. Exactement, ouais. Attends, je suis en train de faire quoi? Ouais, voilà, physiquement et psychologiquement, prendre du recul. Ça m'arrive souvent quand je sens quand j'ai ma mâchoire serrée, quand j'ai les dents serrées, je me rends compte et en fait, physiquement, tu fais un pas en arrière, tu dis oula, attends, je vais prendre le temps de respirer parce que là, ça va pas. Mais on est souvent en apnée d'ailleurs devant nos ordinateurs et ouais, la mâchoire serrée, ça c'est quelque chose auquel je connecte complètement. Depuis que je médite, je ne grince plus des dents la nuit, mais ça a été moi aussi, pendant très longtemps. Ouais. Ça c'était très dur, surtout pour mon mari. Voilà. Non, je pense que ça m'a libérée d'un truc psychologique aussi, je sais pas, mais c'est bien de se rendre compte qu'on a voilà, ces formes de tension dans le corps où tout d'un coup on est tout crispé et voilà, on se donne un peu on se lâche un peu la grappe en fait et voilà, on s'autorise à souffler. Exactement. Est-ce que tu peux, j'adore poser cette question, est-ce que tu peux nous expliquer, nous raconter ta première expérience en méditation ou alors une expérience qui t'a marqué en méditation? Alors, j'ai pas trop envie de raconter ma première expérience parce que c'était vraiment horrible. Et que je me souviens avoir arrêté même avant la fin. Il y avait que 5 minutes, j'ai arrêté à 4 minutes et je me suis mise à pleurer. Donc, je pense que je vais peut-être pas forcément prendre ça. Il y a beaucoup de moments qui ont été le ciment, je pense aussi, de ma pratique dans la méditation. Je pense que ma formation a été un gros moment de déclic pour moi, où je me suis rendu compte que j'étais au bon endroit au bon moment. Il y a eu En fait, quand j'ai fait ma formation avec Brown, c'était le moment où il y avait le Black Lives Matter movement aux États-Unis. Suite au décès de George Floyd et bien sûr d'énormément décès de black people, basically, en anglais, à cause de la police aux États-Unis. Voilà, on a entendu parler en tout cas du mouvement ici. Et il y avait principalement des Américains dans ma formation. Qui la suivait avec moi et qui était très touchée par ce qui se passait, même si la majorité des personnes étaient blanches dans voilà, cette formation. Et on a visionné un TED Talk ensemble de Angelica Das, qui est une artiste brésilienne et qui a fait un travail en fait qui s'appelle alors attends que je te dise pas de bêtises, il faudrait que je retrouve le nom exact, mais en gros c'est sur les couleurs des gens. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris une photo de plein de personnes, ethnie, sexe, origine confondues, de pays différents, et elle a pris un petit pixel de couleur sur le bout du nez et elle a appliqué cette couleur, elle a trouvé le Pantone correspondant, elle l'a appliqué
derrière elle en background. Et donc, elle a mis toutes ces photos ensemble. Et c'est vrai que tu vois toutes ces couleurs et tu as l'impression que c'est qu'une seule couleur. Et je trouve que c'est absolument génial. Et ce qu'elle explique avec ça, c'est le rôle de l'éducation, ce rôle de l'éducation qu'on doit avoir. Et c'est vrai que en méditation, dans cette formation de méditation, je ne m'attendais pas à avoir autant d'ouverture d'esprit, et notamment sur le sujet de l'éducation. Et je pense que ça m'a montré que la méditation devrait faire partie de l'éducation pour plus de tolérance, plus d'acceptation. C'est des valeurs véhiculées par la méditation qui me sont très chères, et je suis très reconnaissante qu'on ait pu faire cet exercice à ce moment-là. C'était vraiment un moment chargé d'émotions, mais c'était... Voilà, ça a été une pratique assez bouleversante, mais génial. J'ai beaucoup appris. Ouais, ça devait être très fort, effectivement. Ouais. Surtout avec ce qui s'est passé à ce moment-là, je pense que ça avait encore plus de sens. C'est ça, et se rendre compte effectivement qu'il y a une forme de white privilege, c'est clair et net. C'est clair et net, et qu'on ne se rend pas compte quand on Ici est à LA, je m'en rends compte. Hein. Les États-Unis, c'est beaucoup trop large. Los Angeles, c'est assez impressionnant. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que même moi, je l'avoue, avant ce mouvement, bien évidemment, ça me touchait, mais j'avais jamais vraiment, parce qu'en France, on en parle vraiment très peu du white privilege, et ça a été eye-opening, comme disent nos amis. Ça m'a ouvert les yeux là-dessus, sur le fait qu'effectivement, je suis white privileged. Voilà, je sais que c'est toujours un débat, bien sûr, ici, mais enfin, moi, je le ressens très fortement, et je trouve que la méditation, c'est nous connecter à notre humanité. Voilà, peu importe notre couleur de peau, peu importe d'où on vient, on est tous pareils, et on a tous besoin de méditer. Voilà, donc non, je trouve que c'est une expérience humaine incroyable, qui va au-delà de ce que je pensais qu'elle pouvait m'apporter. Ça se ressent, ça se ressent. Et tu disais que peu importe en fait la couleur de peau, on est tous interconnectés. Je pense qu'on a tendance à l'oublier, surtout dans notre société actuelle. Et la méditation, ça te permet de te reconnecter à toi, mais aussi aux autres. Et c'est un bon point de départ, en fait, pour regagner, en fait, en humanité. Je pense qu'on a pris pour acquis pas mal de choses. Donc, l'éducation. De toute façon, tout commence par l'éducation. Et tu vois, même pour aller plus loin, si on enseignait la méditation, si on enseignait peut-être le respect, que ce soit dans l'écologie, que ce soit dans tout ça, dans les écoles, je pense que la vie serait peut-être plus douce, avec beaucoup plus de respect, tu vois. Enfin, voilà, c'est un tout, mais on pourrait parler de ça encore pendant des heures, mais je trouve que l'éducation, c'est un point important. Et on peut mettre en place tout ce qu'on veut. Et je prends l'exemple de l'écologie parce que c'est plus facile. Tu peux avoir des pailles en bambou si tu veux, mais si l'éducation n'est pas là, c'est pas les pailles qui changeront le problème, malheureusement. Oui, et surtout, si tu regardes les derniers documentaires sur Netflix, tu te rends compte que les pailles, en fait, c'est rien, 0,05%, et qu'en fait, le vrai problème, c'est le plastique dans les filets de pêche des pêcheurs, et que ça représente plus de 50% des déchets de plastique dans l'océan. Non, mais c'est fou. Donc, l'éducation, c'est hyper important. Exactement. Enseignez la méditation à vos enfants. Enfin, voilà, n'ayez pas peur et soyez ouverts avec tout ça. Et est-ce que tu aurais un ou quelques conseils pour les personnes qui nous écoutent dans leur pratique de la méditation, pour ceux qui pratiquent peut-être déjà ou ceux qui vont commencer après ce podcast? Oui, bien sûr. Alors, la méditation, déjà, je dirais, ne vous mettez pas la pression. Merci. Pour commencer, moi, je me suis vraiment mis la pression, et avec le recul, j'aurais pas dû, mais je ne savais pas qu'il ne fallait pas se mettre la pression. Et surtout, c'est pas facile. On vit dans une société très compétitive, et on a cet instinct, de toujours vouloir du résultat tout de suite. Je pense que c'est ce qui a été beau aussi avec la méditation, c'est de me dire, finalement, j'y arrive pas tout de suite, et j'aimerais comprendre pourquoi. Donc pas de pression. Ensuite, la clé de la méditation, c'est la régularité. Voilà, il n'y a pas de secret. Et c'est pas être un moine bouddhiste en lotus sous un manguier. Non, ça c'est pas vrai. On peut voilà, tu peux tout à fait méditer dans le métro. On peut essayer de trouver un moment que j'appelle de recentrage. Ça peut être 5 minutes.
Mais ça veut dire, moi je préfère méditer le matin. Je trouve que le matin c'est incroyable. Le soir aussi, mais j'aime bien les méditations plus longues le soir. Le matin, 5 minutes avant l'heure habituelle du réveil, je sais que personne n'est réveillé chez moi. Je suis toute seule, c'est calme, c'est génial. Et puis la ville s'éveille. Donc moi je vis à Paris, il y a quand même du bruit tout le temps, il y a peu de bruit. On entend plus le chant des oiseaux, c'est très agréable et c'est très propice. Donc je vous conseille ce moment-là. Mettez votre réveil peut-être 10 minutes plus tôt, simplement les pieds bien ancrés au sol, les mains posées sur les cuisses, sur une chaise, sur un lit, sur un canapé. On ferme les yeux et on voit comment on se sent. C'est tout, c'est tout. Pas de pression, encore une fois, il n'y a rien à réussir. Donc ouais. C'est ça, exactement. Merci pour tous tes beaux conseils et ton retour d'expérience par rapport à tout ça. Ça va inspirer, donc voilà. Merci infiniment pour le temps aussi que tu as eu à partager tout ça en fait, toutes ces bonnes énergies et ouais, merci du fond du cœur. Merci beaucoup à toi Sarah pour ton invitation et je suis très heureuse d'avoir pu parler de Bloom et que ça aide éventuellement des personnes qui sont sur le chemin de la méditation, qui souhaitent en apprendre plus ou se former, etc. Voilà. Ouais, et du coup, là, ton studio, il est ouvert. Donc, si les personnes qui nous écoutent veulent venir, il n'y a pas de souci. Alors, actuellement, comme on est en période de confinement ici, on est fermé, mais on a un studio virtuel. Donc, on peut pratiquer sur le studio virtuel. Et on a aussi les formations de méditation, la formation de Center qu'on a lancée. Donc, ça, c'est... une formation qu'on lancera 3 fois par an, cette année 2 fois, parce que c'est la première fois qu'on le lance et qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Mais voilà, donc là c'est une formation pour comprendre ce qu'est la méditation. On remet tout dans le contexte avant de plonger dans la pleine conscience et la méditation bouddhiste. Voilà. Très bien, bon, de toute façon je mettrai toutes ces infos en description et comme ça voilà, ceux qui sont intéressés pourront aller piocher toutes les informations. Merci beaucoup Sarah. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Je suis ravie de partager ces moments avec vous toutes les semaines et de pouvoir vous inspirer à travers les personnes que j'interviewe. Merci à vous pour votre écoute, votre soutien quotidien. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. N'hésitez pas à partager et à écrire un petit commentaire sympa sur le podcast. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous.